Pour commencer, je vais parler du paradigme selon la vision de Thomas Kuhn et révisé par Fritjof Capra. C'est une constellation de conceptions de valeurs, de perceptions et de pratiques réparties, partagées par une communauté qui forme une vision particulière de la réalité et constitue la base de l'organisation d'une communauté. Le paradigme est important dans la science et principalement la manière dont une population, dont une civilisation vit. Si nous voulons savoir quel est le paradigme de la société actuelle, il suffit de vérifier les actes, ce que fait cette société, ces actes qui sont basés sur le manque d'amour, sur le manque de pardon. Donc, c'est le paradigme matérialiste, réductionniste, qui règne en ce moment dans notre société. Quels sont les fondements de la médecine mécaniciste qui assiste aujourd'hui l'humanité? C'est la médecine du corps, où la créature humaine est considérée comme des pièces démontables. L'individu dans sa santé est réduite à ses composants plus petits, et la maladie, elle est considérée comme des pièces défectueuses. Le médecin est considéré pratiquement comme le réparateur de la machine. Et en vérité, le malade est aussi vu comme un sujet passif qui n'a pas d'influence sur le changement de sa propre maladie. La thérapie, malheureusement, n'intègre pas les différents systèmes du corps humain. Ainsi, généralement, les médicaments, ceux qui sont appliqués à une maladie donnée, mettent en péril d'autres systèmes de notre corps et engendrant ainsi des problèmes pour notre vision totale de l'individu. Ce modèle, suivi par la médecine du corps, a été désigné par le docteur Amit Goswami, qu'on a déjà cité ici, et qui est l'auteur du livre Le médecin quantique. Donc, cette médecine est citée par le docteur Amit Goswami comme le modèle de la causation ascendante. Et il est facile de comprendre pourquoi. Pour les matérialistes, pour ceux qui ne croient en rien d'extra-physique dans l'individu, les particules donnent des atomes, les atomes donnent les molécules font les cellules, le cerveau, et finalement, c'est du cerveau que nous voyons naître la conscience. Et ça, c'est le paradigme de la médecine du corps que le docteur Amit Goswami, qui est professeur titulaire de physique quantique de l'Université de l'Oregon, et il l'appelle la upward causation, ou la causation ascendante. Il est intéressant, en poursuivant sur le paradigme matérialiste et si réductionniste dans la médecine, c'est surprenant que ça continue alors que les grandes révolutions de la physique ont eu lieu
dans les premières décades du XXe siècle, décennies du XXe siècle. C'est ainsi, tant Einstein que l'école de Copenhague, que les physiciens, dans leur immense majorité, nous ont apporté, nous ont présenté la matière qui a laissé place à l'énergie. Le temps est variable, le mouvement est discontinu, la communication est non locale et la conscience est capable d'influencer sur les événements, de sélectionner, de choisir des possibilités. Malheureusement, ces avancées de la physique quantique, généralement, toutes les autres avancées et toutes les révolutions de la physique au XXe siècle ne sont pas encore considérées par la médecine d'aujourd'hui, ni même par beaucoup d'autres domaines de la science. Et nous allons voir pourquoi au long de notre conférence. Le docteur Amit Goswami, dans le livre déjà cité, Le médecin quantique, fait référence à la causation descendante, downward causation. Et ce dernier serait le modèle du docteur Amit Goswami lui-même et est aussi notre modèle à nous de médecins spirites. La conscience est hors de la matière, elle est extra-physique, c'est elle qui génère le cerveau, les cellules, les molécules, les atomes, les particules élémentaires. En d'autres mots, c'est elle qui administre, c'est elle qui organise la matière. L'historien Arnold Toynbee a écrit quelque chose qui est très important pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Il nous a dit que lorsqu'une société est pétrifiée dans un paradigme donné, lorsqu'une communauté scientifique, par exemple, stagne dans un modèle donné, c'est là qu'au sein de la société, il y a des minorités créatives qui surgissent et qui pensent, qui suivent un nouveau modèle, qui présente de nouvelles perspectives de changement, qui présente de nouveaux paradigmes. Humblement, nous, de l'Association de médecins spirites internationale, nous présentons un nouveau modèle. En tant qu'une minorité créative, nous sommes ici pour discuter quelque chose de nouveau dans le domaine de la santé et de la médecine. Nous ne sommes pas seuls. En 1968 a surgi l'Association de médecins spirites de Sao Paulo, qui a ensuite généré toutes les autres, y compris l'Association de médecins spirites du Brésil en 1995. Nous voulions vous parler des dates pour vous expliquer que lorsqu'une idée est généralisée, elle naît dans plusieurs pays en même temps et pratiquement toujours en même temps. C'est ainsi qu'aux États-Unis a débuté un mouvement de médecine et spiritualité. Ce mouvement se base sur William James, qui a été le président de l'Association américaine de parapsychologie et qui a eu des liens très étroits avec l'école de William Crookes au Royaume-Uni.
C'est William James qui a donné la définition, la conception que la spiritualité est l'aspect le plus élevé de l'être. Il n'est pas obligé d'avoir il n'est pas obligé d'avoir une religion, du moins une religion formale. Il suffit de croire en Dieu et ça suffit pour développer sa spiritualité. Et c'est dans ce sens que le mouvement a commencé aux États-Unis dans les années 1970, avec Herbert Benson, juif, qui a fondé au Mind Body Medical Institute de Harvard et qui continue encore aujourd'hui enseignant dans cette université et formant de nouveaux élèves, y compris en post-graduation. Herbert Benson nous dit dans son livre « Médecine spirituelle » qu'il n'y a rien de plus grand que le pouvoir de l'individu de prendre soin de lui. Il présente plusieurs cas de sa clinique particulière et de tout ce qu'il a appris tout au long de son travail à Harvard. En 1997, aux États-Unis, 70 chercheurs se sont réunis et de l'ensemble de leurs expériences, a donné un livre, Scientific Research on Spirituality and Health, qui a été publié par le système de santé des États-Unis. En plus du docteur Benson que vous voyez en haut à droite, il y a aussi le docteur William Miller, professeur de psychologie et de psychiatrie de l'Université du Nouveau-Mexique, qui non seulement donne des cours sur la médecine et la spiritualité, mais qui introduit également dans le traitement, principalement pour ceux qui abusent de l'alcool et des drogues, ses connaissances de spiritualité. Un des grands noms de la médecine spirituelle, c'est le docteur Harald König, que vous voyez en haut à droite. En haut à gauche, pardon. C'est l'un des grands chercheurs de médecine et spiritualité. Et l'une de ses études prospectives très intéressantes nous apporte quelque chose de très important. Il a prouvé que parmi les milliers de malades qu'il a accompagnés pendant 8 ans, parmi ceux qui sont religieux, il y a moins de dépression, moins de suicides, moins d'abus d'alcool et de drogue, moins d'accidents vasculaires cérébraux, moins d'infarctus. Et une chose très intéressante, cela en parallèle à une amélioration de l'immunité. Maintenant, je vais vous parler du paradigme médico-spirit. Comme nous l'avons dit, nous l'avons constitué en tant que minorité créatrice et nous le présentons comme un modèle et c'est ce modèle que je vais vous présenter rapidement. Pour nous, l'être humain est constitué de l'âme qui agit sur le 4e ventricule cérébral sans y être fixé, mais qui a une activité intense à partir de ce 4e ventricule. Le cerf humain est bien sûr aussi constitué du corps physique, mais aussi de corps subtils. Corps subtils que nous n'avons pas
qui sont pour l'instant constitués d'une matière qui est encore inconnue. Le corps spirituel ou père-esprit contient le corps vital qui disparaît après la mort du corps physique, le corps causal qui porte la mémoire des incarnations passées et les expériences vécues, et le corps astral proprement dit. Le corps mental, c'est l'interloque ou le corps subtil du mental. C'est lui qui génère le père-esprit et qui produit les pensées. Le paradigme médico-spirit nous apporte la notion du père-esprit, le moule du corps physique intermédiaire, constitué d'une tunique électromagnétique de matière pour l'instant méconnue par nous, parce que nous n'avons pas encore la technologie pour cela. Ce corps obéit à la pensée et il est constitué de 7 centres de force: le coronarien, le cérébral, le laryngique, le cardiaque, le splénique, le gastrique et le génésique. Le plus important d'entre eux est le centre coronarien. Mais tous ces centres de force ou chakras ont une grande importance dans l'étude des maladies et évidemment aussi de la santé. Nous avons parlé d'une matière méconnue, mais nous ne sommes pas seuls. Le docteur Rupert Sheldrake, biologiste anglais qui habite aux États-Unis, nous présente une théorie dont les hypothèses sont très intéressantes et sont très liées à la conception spirite. Il nous parle des champs morphiques et de la résonance morphique comme étant comme des structures extraphysiques et qui commanderaient le corps physique. Le docteur Hernani Guimarães Andrade, que nous voyons en bas à droite, il présente également un modèle, et ce modèle inclut le champ biomagnétique qui serait directement lié à l'embryogénèse et fait partie du père-esprit. Nous parlons également d'énergie méconnue, mais il faut rappeler que pour l'instant nous connaissons très peu du monde qui nous entoure. Par exemple, il y a la théorie des supercordes ou la théorie des cordes, qui est une théorie très complexe qui essaye d'expliquer le monde, principalement par la théorie du tout, unissant la physique classique à la physique quantique. Il est clair que l'expérience dont je vous parle, donc de grands collisionneurs de hadrons, au CERN, Centre européen de recherche nucléaire, ce grand collisionneur cherche est utilisé pour chercher à comprendre s'il existe d'autres particules ou d'autres systèmes de particules. Et c'est intéressant parce que parmi les éléments de la théorie des cordes, il y a la supersymétrie, qui serait une énorme famille de particules encore méconnues de l'être humain, y compris il recherche le boson de Higgs, qui est la dite particule de Dieu. Nous rappelons cette recherche ici
parce que nous, les spirites, nous parlons beaucoup d'énergie, de force, de matière méconnue. Et nous pouvons voir dans les expériences modernes qu'il y a une difficulté énorme pour avancer dans la connaissance de ces particules méconnues. Il y a une des théories des cordes qui nous dit aussi, en plus des 11 dimensions, en plus de la supersymétrie, qui serait cette famille de particules méconnues, elle nous parle aussi qu'il pourrait y avoir une cinquième force dans l'univers, en plus de la force électromagnétique, la faible, la forte et la gravitationnelle. C'est intéressant parce que parmi les révélations reçues par le médium Chico Xavier, son guide Emmanuel, en 1958, nous a dit qu'il existe une cinquième force dans l'univers et qu'elle résulte de la pensée de Dieu ou de ce que nous connaissons comme l'énergie cosmique universelle et qui serait à la base de l'univers, du monde et de nous tous qui sommes ici. Pour parler d'une matière méconnue, il suffit de rappeler que la matière sombre et l'énergie sombre ou noire constituent pratiquement 95% de l'univers, ce qui signifie que nous ne connaissons à peine plus que 5% de ce qui nous entoure. Cela signifie aussi que nous sommes entourés d'une matière de nature méconnue. Et comme nous savons qu'il existe l'énergie noire ou sombre et la matière noire, on le sait parce qu'elle interagit avec la matière lumineuse que nous arrivons à voir et à pondérer. Cette matière a déjà été désignée par plusieurs chercheurs comme étant la matière quintessentielle, qui est le nom que Aristote a attribué à ce type de matière non détectée dans l'univers. Le paradigme médico-spirit propose également l'intégration esprit, cerveau, mental par l'intermédiaire de l'âme, par l'intermédiaire du corps mental. L'âme produit les pensées qui sont constituées d'atomes et de particules qui ont une fonction quantique. C'est intéressant parce que la pensée est une sécrétion de l'esprit et non pas, comme les neuroscientifiques matérialistes le veulent, une sécrétion du cerveau. Nous apprenons également que les sentiments donnent la forme et la nature de la pensée. Au contraire de ce que l'on pense, la raison et le sentiment sont liés pour toujours. Et ce lien existe déjà dans la pensée, parce que le sentiment exprime la pensée qui exprime la raison. Dans cette intégration, nous savons par révélation, et je cite un livre en particulier qui est Évolution dans deux mondes, où il y a une intégration entre l'esprit et le père-esprit, et qui génère le corps physique, ou qui administre le corps physique par l'intermédiaire du centre coronarien du père-esprit. Le centre coronarien est le principal, comme nous l'avons déjà dit. Ce centre coronarien est directement lié au noyau du diencéphale, en particulier le thalamus et l'épiphyse. Et c'est par ces structures cérébrales, le diencéphale, que l'esprit
arrive à distribuer dans tout le corps physique vers les 75 milliards de cellules du corps physique et aussi pour les milliards de cellules du corps spirituel qu'il envoie donc ses ordres et ses principes de vie. Le centre coronarien distribue la matière mentale, les sentiments qui viennent de l'esprit. Il fixe donc la responsabilité spirituelle de chaque être à une connexion entre le centre coronarien ou chakra coronarien et le chakra cérébral ou centre de force cérébrale. Et ceci est très important parce que cette connexion est immédiate, instantanée, et elle se donne et unit toutes les cellules cérébrales dans un même système, dans un grand système de réseau qui fonctionne avec une discipline absolue. Le cortex, les organes des sens et le système endocrinien, qui sont également liés au centre cérebral, agissent sous le commandement de la matière mentale distribuée par le centre, à travers le centre coronarien. Et ce centre transmet donc les impulsions, les avis et donc les caractéristiques de l'esprit incarné. Les réflexes se produisent sur les organes et ils seront bons ou mauvais selon les pensées choisies, élues par l'esprit incarné et par lesquels il tisse lui-même sa vie quotidienne. Je vais vous parler maintenant de l'intégration entre l'esprit et le monde cellulaire et moléculaire. Je maintiens que ces informations sont des révélations spirituelles, toujours dans le même livre, Évolution dans deux mondes. Nous savons que l'évolution humaine a commencé il y a plus ou moins 3 milliards 600 millions d'années. À partir de cette date, les principes intelligents de nous tous avons initié une véritable saga évolutive. Les cellules, en 2 milliards d'années, ont appris, par des répétitions exhaustives, elles ont appris à obéir à la commande du principe spirituel. Les cellules se sont transformées en pièces électromagnétiques extrêmement importantes, et c'est elles qui sont les vraies ouvrières qui se communiquent entre elles et qui forment notre corps physique et aussi notre corps spirituel. Il y a un automatisme parfait construit au long de ces milliards d'années. Le corps mental transmet ces états à toutes les cellules comme nous l'avons déjà vu. Et principalement, il transmet aux éléments donc albuminoïdes du cytoplasme. Cela a déjà été confirmé en fin de la première partie du projet Génome, quand il a été conclu que c'est le cytoplasme qui donne l'ordre au génome pour que certaines protéines soient produites ou générées pour favoriser le métabolisme cellulaire. Les éléments qui contiennent la charge spirituelle ou périspritale sont appelés
les biophores. Nous pourrions citer, parmi d'autres, les mitochondries, l'appareil de Golgi et aussi les centrios, importants éléments au sein des cellules qui reçoivent les ordres de l'esprit et encouragent l'organisation cellulaire. Et c'est toujours par ces informations et ces révélations que les corpuscules de Neisel, ce sont d'importants éléments psychiques dans les neurones qui favorisent notre vie psychique sur la Terre. Je vous montre là quelques résultats du paradigme médico-spirit comme étant des indications pour notre vie quotidienne, pour notre santé, sur la base de l'intégration esprit-matière. Les pensées noires rend le corps qui est sain malade et aggrave les maladies du corps malade. Et donc, il y a une ascendance de nos pensées dans la vie quotidienne. Nos émotions, mauvaises émotions peuvent générer des états de dégénération de nous-mêmes. L'émotion violente détonne les réactions du stress. La colère et l'irritation, le désespoir, la cruauté, l'intempérance, tout cela détonne de véritables tremblements de terre au sein des cellules qui pourront causer ce que est montré ici, c'est-à-dire la dystonie des cellules périspritales et physiques. Nous ne devons donc pas cultiver la susceptibilité, les rancœurs, les peines, le désespoir, etc. Tout cela est transmis au cytoplasme et d'une certaine forme, cela désorganise notre monde intime. Nous apprenons par la révélation que les sentiments indignes font de sorte que ce que nous pensons revient vers nous-mêmes. Et tout ce que nous faisons sur un plan négatif, nous en héritons directement. Ainsi, les sentiments corrects sont ceux qui naissent des pensées correctes. Il y a donc, au sein du modèle du paradigme médico-spirit, un grand appel à la réforme intime, à vivre une vie constructive, bénéfique, non seulement en relation à nous-mêmes, mais surtout par l'intermédiaire de la fraternité et de l'amour vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, la science appuie le paradigme médico-spirit. Nous voyons par exemple le docteur Kazuo Murakami, qui ne connaît rien au spiritisme, mais cependant, c'est un excellent chercheur, un biologiste cellulaire. Il a découvert le génome de la rhénine et il travaille dans la ville de Tsukuba au Japon. Et dans son livre Le Code divin de la vie, nous a dit que l'ambiance où nous vivons et nos attitudes peuvent modifier nos gènes, que nous devons utiliser notre esprit pour activer les gènes bénéfiques et que la pensée négative viole les lois de la nature. Le docteur Murakami suggère ce qui est peu suivi parmi les scientifiques et les chercheurs,
qui est de reconnaître la présence de quelque chose de supérieur dans l'univers. Un autre grand chercheur, le docteur Bruce Vittel, qui a lancé récemment le Biology of Beliefs, il nous dit qu'il est lié à une nouvelle biologie qui prévoit l'intégration de l'esprit et de la science. Et de ses expériences, il nous apporte un grand lien avec tout ce que nous vous avons dit ici du paradigme médico-spirit. Il dit que les gènes ne se lient et se délient pas seuls, tout seuls. Les pensées positives influencent sur les gènes. Le changement des charges électromagnétiques des protéines est responsable du mouvement qui la génère et non pas le comportement de l'ADN. Et cela est très lié à tout ce que j'ai dit auparavant sur nos productions mentales et la possibilité que nous avons d'interférer à l'intérieur même des cellules, dans le noyau des cellules. C'est ainsi que le paradigme médico-spirit nous pousse à l'étude noble, au travail pour le bien, à cultiver la science, la bonté, la tolérance, le pardon, l'oubli des offenses, parce que sans l'amour, on ne peut pas sortir des idées fixes et il faut toujours regarder vers les sphères supérieures d'où nous provient toute la force. Le paradigme médico-spirit nous parle aussi du pouvoir de l'amour et de la bonté. L'amour est le réflexe de Dieu sur toutes les créatures. Quand nous allons dans sa direction, nous, en réalité, nous jouissons de cette force qui commande l'univers et qui se traduit par une énergie pure, une énergie universelle qui maintient toutes les choses liées dans un réseau unique. Et c'est ce souffle divin qui pénètre l'univers. Nous sommes les héritiers de Dieu et des rayons de son intelligence, de son amour. Et nous devons admettre notre petitesse devant tout ce qu'il a créé, devant l'univers. Parce que sans l'humilité, on ne se détache pas de l'animalité inférieure qui nous domine encore, nous attache encore à des situations très inférieures sur notre planète. Jésus doit être l'inspiration de cet amour du Père, parce qu'il nous a enseigné à arriver jusqu'à lui en aimant sans s'inquiéter d'être aimé. Nous devons nous rappeler de ce qu'il a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si les religions n'accomplissent pas, ne suivent pas les enseignements de Jésus, c'est pas lui qui est responsable, qui en est responsable. Nous avons tous le Nouveau Testament et nous pouvons y boire à la source de la véritable sagesse et du véritable amour. Et un mot pour les médecins. Les esprits nous disent que dans les sphères supérieures, le médecin n'est pas seulement une culture académique, mais aussi des qualités morales. Sa valeur est révélée par l'humilité, par le dévouement. Dans le monde spirituel, la psychothérapie et le magnétisme sont largement utilisés et demandent de notre part une grandeur de caractère et une beauté du cœur. La médecine que nous encourageons, que nous proposons, inclut
un médecin d'une forme totale, intégrale, dans ce besoin de savoir, d'humilité qu'il doit préserver. Pour terminer, nous rappelons donc le plus grand médium du XXe siècle, Francisco Cândido Xavier, qui nous dit que la paix en nous ne résulte pas de circonstances externes, mais plutôt de notre tranquillité de conscience dans le devoir accompli. Parce qu'il n'est pas toujours facile d'accomplir le devoir, principalement quand il nous apporte des douleurs et de la souffrance. Cependant, si nous persistons dans le bien sera notre conquête, sera notre héritage. Je vous remercie. Merci Marlène pour cet exposé.